Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire. Votre ICRF est-il conforme à la réglementation en matière d'hébergement de données de santé? Vous êtes très nombreux ce matin, ce qui prouve que la thématique de la sécurité des données et notamment appliquée à la recherche clinique intéresse. Donc nous allons faire un point sur cette thématique ce matin avec, j'espère, beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Je voudrais préciser que ce webinaire, qui est organisé donc par Aaron et Océanet avec la participation d'Azure, Microsoft Azure, est enregistré. Vous aurez donc la possibilité, suite à la session, de pouvoir revisionner le webinaire dans son intégralité. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure comment gérer les questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Le webinaire va durer à peu près une demi-heure, suite à quoi nous aurons donc une session de questions-réponses. Donc, c'est parti. Alors, les présentateurs, nous sommes trois. Emmanuel Pen, moi-même, donc directeur général d'Aaron, éditeur de logiciels spécialisé dans la recherche clinique. Et je serai accompagné de nos deux experts sécurité, on va dire, Régis Saint-Paul, qui est directeur de la Business Unit Sécurité et Expertise d'Océanet Technologies, et Arnaud Jumelet, National Security Officer chez Microsoft Azure. Alors, une petite vision de l'agenda. Tout d'abord, au niveau d'Aaron, je vais revenir sur ce qu'est une donnée de santé, comment la définir et pourquoi choisir un hébergement certifié HDS pour vos données de recherche clinique. Ensuite, je laisserai la main à Océanet Technologies qui va revenir sur la certification HDS, la norme ISO 27001, le cadre légal, et sur ce qu'est réellement la certification HDS, notamment sur les 6 volets qui sont concernés. Microsoft Azure et Arnaud Jumelet, lui, apportera donc des précisions par rapport à Microsoft Azure et à cette certification HDS. Et enfin, nous reviendrons sur les risques encourus en cas de non-respect de la réglementation, avant donc de partir dans une session de questions-réponses. Alors, une petite précision concernant les questions. Vous avez en haut à droite de l'interface une petite boîte avec une flèche blanche dans un cadre orange. Lorsque vous cliquez sur cette flèche, vous avez donc une fenêtre qui apparaît avec une partie questions. Au niveau donc de cette zone questions, vous allez pouvoir donc répondre aux différentes questions, enfin poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de la session. Alors, Aaron, donc nous sommes éditeurs de logiciels dédiés à la recherche clinique. Ce qui nous caractérise, en fait, c'est d'abord l'utilisation des technologies de développement les plus récentes et le fait de mettre en priorité dans nos outils, d'abord l'expérience utilisateur, c'est-à-dire la facilité d'utilisation et la fluidité d'utilisation de nos solutions, et deuxièmement, la sécurité des plateformes que nous utilisons et dont nous allons largement parler aujourd'hui. Donc, nous proposons une suite logicielle dédiée à la recherche clinique, notamment l'ICRF, donc qui permet de collecter et de gérer les données de patients dans un outil et de faire le monitoring des études cliniques, quelle que soit leur phase. Nous avons ensuite un module IWRS, donc qui permet de réaliser la randomisation des patients et le suivi des traitements. Nous avons aussi un module ePro qui lui permet de proposer une interface à des patients pour répondre à des questionnaires de suivi, soit à partir du web ou d'interfaces mobiles. Et nous avons aussi
un module qui permet une sorte de Google Maps, si vous voulez, de l'imagerie médicale, donc qui permet de partager des imageries de haute définition dans le cadre de groupes de travail. Toutes ces solutions proposées par Aaron sont proposées dans le cloud sur une architecture hyper sécurisée dont nous allons parler ensuite et peuvent être utilisées à partir de navigateurs web ou d'interfaces mobiles, y compris smartphones. Alors, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet et notamment qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé. Je voudrais rappeler la définition de la CNIL. Les données à caractère personnel. Donc, une donnée de santé, ce sont les données à caractère personnel concernant la santé, dont les données relatives, qui sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d'une personne physique, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Alors, ceci étant dit, on comprend bien que cette définition intègre deux choses. Tout d'abord, que les données sont liées à une personne physique, et deuxièmement, que les informations permettent de révéler directement ou indirectement l'état de santé de cette personne. Donc cela intègre d'une part des données ou des informations qui permettent d'identifier les personnes. Donc ça peut être un numéro, un code, un symbole, une adresse ou tout autre élément spécifique d'identification. Et d'autre part, nous avons des informations qui permettent de révéler l'état de santé de la personne. Donc ça peut être des informations directes, par exemple le symptôme d'une maladie, soit indirectes. Alors on peut avoir par exemple le poids d'un patient qui, de par sa valeur, révèle l'obésité de la personne. On peut avoir aussi, ça peut être aussi un croisement d'informations. Par exemple, la tension croisée avec la mesure de l'effort, et donc ce croisement donne une information sur l'état de santé de la personne. En revanche, nous avons d'autres informations qui ne renseignent pas sur l'état de santé et qui ne font donc pas partie de ces données de santé. Par exemple, le nombre de pas effectués pris tout seul. Vous savez que vous avez beaucoup d'applications aujourd'hui qui enregistrent cette information-là. Eh bien, le nombre de pas effectués ne renseigne pas sur l'état de santé de la personne. Car selon la CNIL, il faut rappeler que n'entre pas dans la notion de données de santé celles à partir desquelles aucune conséquence ne peut être tirée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant si on en vient à la recherche clinique et aux études cliniques? Qu'en est-il donc des données de santé dans le domaine de la recherche clinique et notamment des données qui sont collectées dans le cadre des études par des solutions de type ICRF ou IPRO? Eh bien, évidemment, ces données sont concernées parce que vous avez par définition dans ces solutions des données qui renseignent sur l'état de santé des personnes. Alors, il est vrai que en ce qui concerne l'identification des personnes, les bonnes pratiques cliniques ont déjà limité les risques, puisque par les bonnes pratiques cliniques ont imposé la pseudonymisation des patients. Donc, effectivement, ça rend difficile l'identification des personnes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pseudonymisation ne résout pas tous les problèmes et il y a même de nombreux risques qui demeurent. Par exemple, on peut avoir le croisement de deux fichiers. On peut avoir donc nos données en ligne dans lesquelles vous avez les pseudos et les données de santé. Et puis, sur un autre fichier, vous pouvez avoir un autre fichier qui peut être sur un disque dur ou sur un réseau interne, vous pouvez avoir la correspondance entre ces pseudos et les personnes. Donc, le fait de pouvoir disposer d'une manière ou d'une autre de ces deux fichiers pourrait permettre de recouper les informations. Un autre exemple, vous avez besoin, par exemple, dans le cadre de votre ICRF ou de votre IPRO, la possibilité de télécharger des images ou des fichiers joints, des PDF ou autres. Donc, dans ces fichiers joints, dans ces PDF ou ces images, vous pouvez avoir des informations
que vous n'avez pas détectées et qui apportent des informations sur l'identification des personnes, soit leur nom, soit leur adresse, etc. En fait, dernier exemple, vous pouvez, prenons l'exemple d'un e-pro, dans le cadre d'une enquête patient, eh bien, vous avez souvent besoin de collecter l'email de la personne, par exemple pour gérer les notifications ou pour gérer l'identification à l'application. Eh bien, vous savez qu'à partir d'un email, il est très facile de retrouver une personne. Soit vous avez le nom de la personne dans cet email, soit vous avez possibilité par Google ou d'autres outils de retrouver facilement le nom de la personne. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la pseudonymisation ne résout pas tout. Et donc, lorsque vous avez une solution type ICRF, IPRO pour vos études cliniques, il est nécessaire, si on veut éviter tous ces risques, il est nécessaire de protéger avec les meilleures méthodes et les meilleures technologies les informations qui sont sur les serveurs. C'est le rôle en fait des normes qui encadrent l'hébergement des données de santé et plus particulièrement de la certification HDS que nous avons en France et qui, je rappelle, a remplacé depuis 2018 l'ancien agrément HDS. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne l'hébergement de données de santé pour une application dans le cloud, telle que nous proposons avec Aaron, par exemple, il faut voir quels sont les différents acteurs. Car je voudrais rappeler que la réglementation RGPD apporte ceci de plus aux bonnes pratiques cliniques, que ce sont tous les acteurs en fait, de la chaîne qui sont responsabilisés, et non plus le sponsor uniquement de l'étude. Donc, la solution, par exemple, que nous proposons et qui est représentée ici, elle est basée sur 3 acteurs qui sont avec vous aujourd'hui ici. En partant de la gauche, nous avons d'abord celui qui développe et qui maintient l'application et qui souvent est celui qui contractualise avec le client final, le sponsor de l'étude ou la CRO. Donc, dans le cas présent, c'est Aaron. Nous avons ensuite celui qui assure l'infogérance de l'application et des bases de données, c'est-à-dire celui qui fait en sorte que la solution soit accessible, que l'accès soit sécurisé, que les opérations d'administration informatique, comme par exemple les sauvegardes ou les audits de service, soient assurées. Ce rôle, c'est celui de l'infogéreur, et dans notre cas, c'est Oceanet Technologies. Enfin, les bases de données et les applications sont situées sur un serveur physique qui est fourni, maintenu et sécurisé par Microsoft Azure. Et ce que je voudrais préciser dans ce cas-là, et ça a été vraiment un critère de choix pour nous, pour mettre en place notre solution, c'est que les serveurs de Microsoft Azure peuvent être situés en France et en Union européenne. Et ça peut faire partie du contrat avec nos clients. Donc, pour résumer, la certification HDS, elle est apportée par l'infogéreur sur l'application SaaS qui est développée par l'éditeur d'application. Et cette solution s'appuie elle-même sur une infrastructure certifiée qui est celle de Microsoft Azure. Donc maintenant, nous allons voir en détail avec Oceanet Technologies ce qu'est cette certification HDS et ce qu'elle contient. Donc, je vais laisser la main à Régis. Merci, bonjour. Voilà, c'est à toi. Je vais présenter en quelques mots Oceanet Technologies. Donc, on est opérateur de cloud sécurisé. On fait ce métier depuis 25 ans, puisque la société a été créée en 96, donc c'est son 25e anniversaire cette année. C'est une PME de 140 collaborateurs, dont le siège est situé à Nantes. On assure donc pour le compte de nos clients toutes les prestations qui vont autour du cloud, donc à savoir des prestations d'architecture, de design, de managed services, c'est-à-dire l'entretien en conditions opérationnelles et s'assurer de la disponibilité des services clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On assure également les fonctions de sécurisation, que ce soit au niveau au niveau quotidien des sites, de leur surveillance, mais également des veilles vulnérabilités et des opérations de FinOps qui sont d'optimisation financière par rapport à ces plateformes.
Donc, on opère différents clouds, dont Azure. On dispose également d'entités situées en Suisse et en France, et une filiale qui s'appelle NBS System, qui est spécialisée sur les prestations de sécurité, donc ce qu'on appelle les tests d'intrusion, des audits de sécurité, du forensique, etc. Alors, pour parler plus en détail maintenant de la certification HDS, donc il s'agit d'une conformité légale. C'est quelque chose qui est venu avec la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Il y a eu plusieurs décrets. Il y a d'abord eu un agrément, et on est actuellement dans la certification. Donc, c'est une obligation dès lors qu'on héberge des données de santé. D'accord. Cette certification est obtenue auprès d'organismes eux-mêmes accrédités pour la délivrer, cette certification. Elle est valable 3 ans, donc ça se passe sous la forme d'un audit général chaque 3 ans, et des audits de surveillance annuels qui vérifient la bonne tenue, la bonne conduite de l'ensemble des opérations. Alors, cette norme HDS repose avant tout, c'est son socle principal, sur une autre norme qui est la norme ISO 27001. Cette norme concerne la gestion de la sécurité des systèmes d'information. On appelle la gestion, c'est l'ensemble de tous les processus qui permettent de sécuriser un système d'information. Donc, ce sont des exigences qui sont assez larges, elles balayent beaucoup de points. Donc, on a d'abord une appréciation des risques qui peuvent peser, des risques et des menaces qui peuvent peser sur les données à protéger, qui déclenche un ensemble de mesures à mettre en œuvre, et une boucle d'amélioration continue pour sans arrêt remettre en jeu ces process et ces mesures. Les processus sont Tous les processus de la société pratiquement sont impactés, hein, par cette norme. Il s'agit aussi bien de processus pleinement sécurité comme la gestion des vulnérabilités, des incidents ou la continuité de service, mais également de l'habilitation du personnel, leur entrée-sortie, des codes d'éthique, etc. Donc il y a vraiment une vaste couverture en fait dans cette gestion. Ça impose également l'implication de la direction, ça impose des tas de points en fait tout autour de la sécurité, qui tous ensemble contribuent à apporter une sécurité aux données. Donc naturellement, Oceanet Technologies est certifié ISO 27001. C'est un prérequis en fait pour être certifié HDS. Alors, plus de détails en fait sur le référentiel HDS. En réalité, il est composé de 6 volets, et ces 6 volets correspondent à peu près à des niveaux dans l'architecture, dans l'infrastructure. Donc, le volet 1 concerne la mise à disposition du data center, donc vraiment la salle qui va recevoir les serveurs. Donc, on va vraiment regarder des aspects de sécurité physique sur le site, sécurité électrique, sécurité incendie, etc., anti-intrusion. On a ensuite le volet 2 qui est l'infrastructure matérielle. Donc là, on va regarder les serveurs et leur gestion, et ça peut aller jusqu'à des choses comme la mise au rebut des systèmes. Les disques durs, par exemple, doivent être percés avant d'être désossés. Ils ne peuvent pas être simplement jetés à la poubelle, hein. Les infrastructures logicielles, donc tout ce qui est mise à disposition des plateformes qui vont permettre après les opérations. Ensuite, on a une infrastructure virtuelle qui est celle qui est plus propre au client. Ça va être la partie propre à un client de son hébergement sur cette vaste infrastructure qui est composée d'un data center et de plusieurs centaines de milliers de serveurs. On a ensuite l'infogérance, donc qui est l'exploitation à proprement parler des systèmes, et la sauvegarde de l'ensemble de ces données. Alors, comme on le voit, les différentes couches ou les différents volets HDS sont couverts par le couple Azure-Oceanet, et il s'agit réellement d'un partenariat, puisque les différents volets doivent être couverts par les différentes sociétés. Si je prends un exemple, la partie sauvegarde, eh bien de manière très claire, les sauvegardes sont opérées, infogérées par Oceanet, qui réalise l'ensemble des actions de vérification, de mise en œuvre, etc. Mais ces sauvegardes ont lieu sur des infrastructures fournies par Azure. Et donc, au niveau de la sauvegarde des données, on voit bien que le volet 6 doit être couvert à la fois par Azure et par Oceanet. Donc, il ne s'agit pas de volets en termes de périmètre d'intervention, mais plutôt de volets en termes de points de contrôle du point de vue de la norme. Alors, je vais laisser
Voilà, maintenant, Emmanuel nous présentait ça plus en détail. Merci. Pardon, Arnaud. Arnaud plutôt. J'ai fait un En lapsus. fait, je n'avais pas affiché ma caméra. Merci Régis. Pour continuer, c'est juste pour vous présenter rapidement, en fait, quand on parle de Microsoft Azure, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le cloud de Microsoft qui a été lancé il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, en 2010, on a lancé ce service qui propose voilà, de mettre à disposition des infrastructures de type IaaS et PaaS. Et puis, on a également sur le cloud Microsoft quelque chose qui s'appelle Office 365, qui a été lancé également en 2011 et qui s'appuie sur ce socle Microsoft Azure. Et donc, c'est simplement une offre SaaS de messagerie de collaboration. Aujourd'hui, en fait, l'offre elle a été étendue et on est présent à travers de nombreux pays. C'est-à-dire qu'on a des centaines de data centers qui sont répartis dans le monde. On a à disposition à peu près 65 régions aujourd'hui. Et comme l'évoquait Emmanuel, une région, c'est par exemple des data centers en Europe ou en France. Donc depuis 2018, les clients Microsoft ont la possibilité de choisir la région France et donc tout simplement de sélectionner le fait que les données soient stockées en France à travers les régions Paris et Marseille. Alors comme vous pouvez le voir, le cloud Microsoft aujourd'hui, on revendique plus de 90 certifications, agréments, etc. D'un niveau global. Donc il y a des normes internationales comme ISO 27001 qui est vraiment le socle de départ pour tous nos services et nos data centers. Et puis on a également des certifications qui ont une importance plus régionale. Et donc là on évoque HDS, mais par exemple HDS, c'est quelque chose qui s'applique maintenant aux data centers européens et français depuis 2018. Et donc l'ensemble des certifications est disponible à travers un site web qu'on trouve en bas. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter ce site web. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui occupe en fait une équipe de plusieurs centaines de personnes. Parce que comme l'évoquait Régis à un moment donné sur ISO 27001 ou même HDS, c'est des visites de suivi annuelles et puis également des grands audits qui se font tous les 3 ans. Et donc, multiplié par le nombre de certifications, vous imaginez bien qu'en fait, il y a un travail d'audit qui est en continu. Où on doit recevoir des auditeurs pour faire évaluer les différents services et data centers. Donc, c'est quelque chose qui est capital pour nous pour asseoir la confiance et puis qui permet également d'élever le niveau de sécurité parce que à chaque fois qu'on rajoute une certification, c'est quelque chose qui s'applique sur tous nos services et tous nos data centers. Et donc, c'est un cercle vertueux qui permet d'améliorer la sécurité. Si on continue sur la prochaine diapositive, voilà, ce qu'on voulait résumer, c'est que la partie HDS en tant que telle s'applique sur nos services cloud, que ce soit Azure, Office 365 ou Dynamics 365. La portée, elle est applicable sur les data centers français et européens. Et aujourd'hui, on a fait dernièrement en fait notre visite de suivi en novembre dernier, donc qui a été renouvelée. Donc voilà, c'est ça les principaux points. Je te propose qu'on propose directement la prochaine slide, si tu veux bien. Donc voilà, en termes de certification, comment on s'y est pris? C'était ça aussi que je voulais vous partager. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que on se réjouit en fait que la partie certification HDS a été bâtie sur la majorité des exigences qui sont ISO 27001. Donc pour nous, en fait, quand on a voulu atteindre ce niveau de certification HDS, en fait, on a dû travailler principalement sur les exigences spécifiques à HDS, sachant que le gros des exigences sont sur ISO 27001, 27018 et 20000. Et donc, dans les 15 exigences, finalement, sur lesquelles on a dû travailler, il y en avait deux où on a dû faire quelque chose de spécifique. Et c'est principalement sur deux parties où l'administration française demande à ce qu'il y ait un correspondant sécurité qui soit nommé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait signer à nos clients en fait un avenant qui demande à ce que soit nommé en fait côté client un correspondant sécurité. Donc, on va recueillir un nom, un prénom, un numéro de téléphone, tout simplement pour être en mesure de donner cette information si l'administration française nous le demande. Et l'autre point, c'est le fait de rappeler les exigences aux clients
qu'il doit bien se conformer en fait à la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, telle que définie par l'ANS. Et c'est ça l'évolution principale qu'on a dû faire par rapport à nos services pour atteindre cette certification HDS. C'est vraiment prendre en compte les spécificités. Et donc, comme vous le voyez sur le schéma, en fait, aujourd'hui, on se fait certifier par le BSI. Donc, c'est le BSI qui a fait les visites annuelles dernièrement, et c'est via le BSI qu'on a obtenu ce certificat hébergeur de données de santé qui est disponible publiquement, comme on peut le voir sur, je crois, la prochaine slide. Si tu veux bien passer, Emmanuel. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir là, c'est que, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que sur cette partie Azure, dans le certificat qui se trouve sur le côté droit, en fait, sur la portée des services Azure, on mentionne que c'est tous les services Azure qui sont certifiés ISO 27001. Donc, si on souhaite en fait savoir quel service Azure est certifié HDS, en fait, il suffit de consulter le certificat ISO 27001 qui liste tous les services qui sont certifiés. Et bien entendu, vous retrouvez la majorité, la quasi-totalité, la totalité même, des services qui sont dits en disponibilité générale. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ce qui exclut aujourd'hui sur les services qui ne sont pas certifiés HDS ou ISO 27001, c'est tous les services qui sont à l'état de public preview. Donc, c'est tous les nouveaux services qui n'ont pas le statut de disponibilité générale. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de services qui sont couverts par ces deux certifications. Autre point à noter, que c'est quelque chose qui est sans surcoût pour nos clients. C'est-à-dire que dès lors qu'on atteint une nouvelle certification, il n'y a pas d'augmentation ou d'offre spécifique. C'est l'offre standard Azure qui s'applique et qui bénéficie à tout le monde. Et donc, bien évidemment, on est référencé sur le site de la ZIP Santé et les différents rapports certificats sont disponibles sur le Trust Center de chez Microsoft. Je te propose, Régis, si tu veux continuer l'intervention, je te passe la main. Oui, juste avant de relaisser la main à Régis, je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions donc via le chat, donc en haut à droite de votre écran, la flèche blanche sur fond orange. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons très rapidement. Donc Régis, je te laisse de nouveau la main. Pardon. On a pensé que ça pouvait être important de préciser en fait de quoi on parle lorsqu'on parle de risque sur la sécurité des données de santé. Et donc, pour fixer les idées, voici quelques chiffres. Donc déjà, les données de santé, elles sont de plus en plus numériques. Et ça, c'est vrai de toutes les données en général, et notamment celles de santé, qui devraient donc être multipliées par 50 entre 2012 et 2050 en termes de volume stocké. Alors, un dossier médical sur le dark web, ça vaut 250 $. Donc, à titre de comparaison, et pour fixer les idées, une carte de crédit, ça vaut 5,40 $. Donc, pourquoi un dossier médical vaut-il si cher? Eh bien, tout simplement parce que les informations d'une carte de crédit, on peut très facilement rendre invalide un numéro. Il suffit d'appeler sa banque et le numéro est déclaré volé. Et quelque part, le numéro de carte de crédit n'est plus utile à partir de là. Un dossier médical, par contre, ça a une durée de vie infinie, ou en tout cas pour la durée d'existence de la personne, puisque ses conditions de santé, en général, ne vont pas s'améliorant. Et donc, un dossier médical, il a une valeur beaucoup plus permanente. Donc, ce sont des données inaltérables, quelque part. Elles sont donc plus précieuses de ce point de vue-là pour un hacker, et elles sont vendues, elles sont commercées sur le web. Donc, ce qu'il faut comprendre, les hackers, les personnes qui se livrent à des cyberattaques, ils réalisent en fait un business, c'est-à-dire qu'ils essayent de valoriser leur temps à travers principalement de la rançon, donc rendre indisponibles des systèmes informatiques et imposer une rançon pour libérer ces systèmes, ou en monnayant des données qu'ils ont pu exfiltrer. Alors, quelques exemples qui font l'actualité lorsque cela se produit. Donc, il y a eu un ransomware qui a bloqué l'hôpital, le CHU de Rouen. Et on a eu plus récemment, en décembre, il y a eu des informations selon lesquelles
l'Agence européenne du médicament avait fait l'objet d'attaques avec des fuites de données concernant les dépôts faits par Pfizer pour l'homologation du vaccin. Donc voilà, c'est quelques exemples qui font l'actualité, mais sachant que ces exemples ont tendance à se multiplier, étant donné la montée également de ces données et de leur valeur. Alors, les conséquences, elles sont majeures lorsque l'on se fait attaquer. Bien évidemment, la paralysie partielle ou totale d'un SI pour un hôpital, c'est terrible. Ça peut aller jusqu'au décès du patient, hein, comme ça a pu se produire sur une situation en Allemagne. Il y a des conséquences économiques également, une perte d'exploitation, du travail en retard, etc. Des pertes de données et de fichiers précieux dont le coût de reconstitution peut être énorme, voire inabordable, infaisable. Des conséquences bien évidemment sur l'image de l'organisation et des conséquences humaines, comme je viens de le donner en exemple. Donc c'est des choses vraiment sérieuses et c'est ça qui a motivé le gouvernement à mettre en place la certification HDS parce qu'il ne faut pas badiner avec les données de santé. De ce point de vue-là, le gendarme, c'est la CNIL. La CNIL en France a un pouvoir de sanction auprès des entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de sécurité des données. Et cette sanction est significative, elle se veut dissuasive, puisque ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, c'est des sanctions en fait qui peuvent par ailleurs être rendues publiques, puisque évidemment l'impact sur l'image peut être désastreux. Donc, autant dire que voilà, c'est quelque chose de sérieux. Les risques au-delà de ça sont des risques contractuels, donc notamment il y a une chaîne de responsabilité, comme l'a présenté Emmanuel en début de session, des différents prestataires de la chaîne numérique. Donc il y a des co-responsabilités et des obligations contractuelles vis-à-vis de ça, et vis-à-vis de vous, vis-à-vis des patients, naturellement. Et il y a des risques sur l'image de l'organisation, comme je l'ai déjà mentionné. Voilà. Donc c'est pour bien donner le cadre. L'HDS, en fait, c'est là pour justement cadrer tout ça. Ça n'est pas en soi la certitude de ne pas être impacté par un incident. C'est par contre l'assurance que la gestion de la sécurité est faite selon des règles professionnelles et normées. Merci Régis. Donc nous sommes arrivés au terme de la présentation et nous allons démarrer la partie questions. Donc je vous rappelle que vous pouvez le poser dans le chat via le petit bouton avec flèche blanche sur fond orange. Donc vous avez ici donc, nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter bien entendu, si vous avez des questions supplémentaires suite au sujet qui a été présenté ici, ou si vous souhaitez qu'on étudie certains de vos projets, par exemple des projets autour des études cliniques, nous vous répondrons volontiers. En ce qui concerne les questions, je vais laisser la parole à Anissé Dipobo, donc qui est ingénieur commercial chez Aaron et qui a, je pense, regardé, qui va nous donner les différentes questions qui ont été posées auxquelles nous allons tenter de répondre. Et je vous rappelle enfin que ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez le revisionner dans son intégralité. On vous enverra le lien dans la journée. Voilà, Anissé, je te laisse la parole pour la partie questions. Oui, merci Emmanuel. Merci à tous, Régis et Arnaud aussi, pour la qualité de vos interventions qui ont suscité beaucoup d'intérêt puisque nous avons de nombreuses questions. Et comme l'a bien rappelé Emmanuel tout à l'heure, nous n'allons peut-être pas avoir le temps pour répondre à toutes les questions, mais soyez rassurés, nous vous recontacterons individuellement pour pouvoir y apporter des réponses. Alors, nous avons donc plusieurs questions. Alors, il y en a une première donc que je vais vous annoncer. Donc, c'est Fabien Mitry qui la pose.
quelles sont les recommandations au niveau de la validation des systèmes en cas d'inspection des autorités? Quelles sont les recommandations au niveau de la validation des systèmes en cas d'inspection des autorités? Je crois que là, Régis ou Arnaud pourraient y apporter une réponse, ou même les deux. Je ne suis pas sûr de saisir complètement la portée de la question, hein, à savoir, c'est pas très clair en fait. C'est concernant finalement la certification HDS, s'il y a des contrôles des autorités, parce qu'en fait, dans la partie HDS, c'est le COFRAC finalement qui délivre la capacité à des auditeurs de faire l'audit. Donc, c'est pas à proprement parler les autorités ou l'administration française qui fait ce travail d'audit. Ça va être des sociétés d'audit comme le BSI qui font cette tâche de revue annuelle, hein, pour s'assurer de la bonne conformité des installations. Après, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe si jamais comment dire, hein, si les exigences ne sont toujours pas maintenues, hein, la portée, c'est la perte de cette certification en fait, hein. Donc ça va être ça. Je ne crois pas qu'il y ait de pénalité financière en tant que telle. Ça va être plutôt la perte de la certification, hein. Et donc l'impact, c'est un impact direct commercial pour les gens qui hébergent les données de santé, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en capacité de le faire, hein. Donc je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais c'est par rapport à, Oui. à ma compréhension. Alors, donc, il y a une précision, en effet. Je crois que cette précision va certainement aller à Régis. Donc, il précise en disant que la validation des logiciels, il s'agit de la validation des logiciels, notamment l'ICRF, pour être plus précis. Alors, quelles Oui, recommandations on ferait au niveau de la validation des logiciels? Donc, alors, Voilà. tout simplement, en fait, le logiciel est sous la responsabilité, donc en l'occurrence d'Aaron dans le cas présent. Et ce qui se passe, en fait, c'est que dans le cadre de la gestion de la sécurité, on a, nous, en tant qu'hébergeurs agréés hébergeurs santé, une forme d'obligation à la fois de conseil et également de processus autour de la sécurité de cette application. Donc, notamment, en fait, il va s'agir de la veille sur les vulnérabilités. Donc, si on détecte en fait que le logiciel présente des vulnérabilités, eh bien, on doit aussitôt en informer naturellement l'éditeur, qui lui s'est engagé également contractuellement à traiter ces vulnérabilités dans les meilleurs délais. Donc, ça fait partie, je dirais, de ces validations. Donc, il y a différents points qui sont validés également. On a une obligation, par exemple, du chiffrement de la donnée, que ce soit en transit ou au repos. Et donc, on va s'assurer que cette obligation est remplie. Et on l'assure de différentes manières. Il y a le logiciel y contribue, mais également les systèmes fournis par Azure qui permettent ce chiffrement. Donc, est-ce que j'ai répondu un peu à la question? Est-ce que c'était l'esprit de cette question? Je ne sais pas Oui, je si crois c'est bien. interactif. Oui. Oui, je pense bien, puisque je n'ai pas de réaction de Fabien par ailleurs. Donc, je crois que la réponse apportée correspond à ce qu'il attendait, ou du moins à l'esprit de sa question. Voilà. Merci Régis et Arnaud pour ces réponses. Nous allons poursuivre donc avec une autre question de Serge. Alors, qui dit, si vous perdez votre certificat, l'ANS peut déterminer un autre hébergeur certifié pour migrer les données à charge du prestataire ayant perdu la certification. Alors ça, c'est plutôt une précision, je pense, qu'il apporte du coup à la question. Oui, voilà. Et c'est exact. Oui. Alors, oui, moi, je voudrais préciser quelque chose, Anissé, si tu permets. Il faut savoir que, bon, de par notre expérience, on travaille avec beaucoup d'acteurs, de sponsors, par exemple, ou de la recherche clinique. Souvent, ces questions sont méconnues, hein. Quand on demande est-ce que votre ICRF, par exemple, est en HDS, soit les gens ne savent pas, soit ils pensent que c'est pas nécessaire, soit ils pensent que c'est couvert, mais ça ne l'est pas. Par exemple, pendant longtemps, on a eu l'agrément HDS,
Et aujourd'hui, c'est la certification qui est nécessaire, comme on a vu sur les 6 points, qui intègre une chaîne de responsabilité sur tous les acteurs. Donc, il est nécessaire qu'au niveau de vos études et au niveau de vos prestataires logiciels, vous assuriez que les plateformes soient bien certifiées HDS et que l'ensemble de la chaîne d'acteurs qu'on a présenté ici vous apporte cette assurance et cette certification. Voilà, donc c'est un petit peu le but aussi aujourd'hui, hein, c'est de faire le point là-dessus. Et j'ajouterais aussi de préciser qu'une idée qui est un petit peu reçue aussi, qui est que la pseudonymisation dans les études des patients, en fait, n'est pas suffisante. Il y a énormément de failles de sécurité qui font que vos données peuvent être exposées. Et donc, la certification HDS permet justement de sécuriser, alors jamais à 100% évidemment, mais à 99,x%, et donc de limiter quand même énormément les risques que vous avez et qui ont été présentés. Oui, justement, Emmanuel, comment justement procéder pour s'assurer de la certification de l'hébergeur? Auprès de qui? Quelle démarche entreprendre pour cela? Alors, c'est assez simple, si je peux dire, c'est que, alors vous avez compris qu'il y a l'hébergeur, mais il y a aussi l'infogéreur, hein, donc c'est la chaîne des deux, et l'éditeur comme Aaron qui doit travailler avec ces plateformes certifiées. Il y a un site gouvernemental, alors malheureusement on ne l'a pas mis là dans la présentation, mais on pourra vous l'envoyer avec le lien de la vidéo. Il y a un site gouvernemental qui recense tous les acteurs certifiés, et y compris avec les niveaux de certification pour lesquels ils sont certifiés. Donc, il suffit tout simplement que vous consultiez ce site gouvernemental et que vous regardiez si votre prestataire y est et s'il est bien certifié sur l'ensemble des points. C'est sur le site de l'AMS, donc sur isanté.gouv.fr, on va retrouver les dizaines de prestataires hébergeurs qui sont aujourd'hui certifiés HDS avec les différents niveaux. Et donc oui, c'est très facile finalement de prendre connaissance de qui aujourd'hui est certifié ou non HDS, sachant que cette liste, elle est mise à jour en permanence, si j'ose dire. Merci pour ces réponses. Alors justement, une autre question à propos des niveaux de certification. Combien de niveaux sont nécessaires pour qu'un hébergeur soit comment dire, apte à héberger donc, des données de santé? En fait, les volets de la certification correspondent à des périmètres techniques couverts par la certification, et on peut très bien n'être certifié que sur un seul volet. Si par exemple l'activité que l'on mène est celle de fourniture de data center, eh bien on va se certifier uniquement pour le volet 1. On n'a pas besoin en fait de se certifier pour les autres volets qui seront à charge en fait de vos clients. Donc tout dépend du niveau de service. Donc dans le cas d'Oceanet Technologies, on est certifié sur les 6 volets pour la raison qu'on opère nous-mêmes des data centers. Si nous étions à 100% à opérer sur Azure, eh bien on aurait pu se limiter à certifier uniquement sur les volets d'infogérance, par exemple, ou les niveaux 4, 5 et 6, par exemple. D'accord ? Donc, c'est vraiment une question qui dépend, je dirais, de l'activité du prestataire. Il n'y a pas de nombre de niveaux requis. Chaque niveau est indépendant l'un de l'autre. Et pour compléter, Oui. Dans le cas de Microsoft, on a fait le choix aussi d'être certifié sur les 6 volets, tout simplement parce qu'on a une activité qui permet en fait d'avoir des offres IaaS, PaaS et SaaS. Et donc sur cette partie sauvegarde, infogérance, donc un peu plus Office 365, on a eu la nécessité également de se faire certifier sur ces niveaux 5 et 6, tout simplement parce que d'une certaine façon, on garantit que les boîtes aux lettres, etc., soient bien gérées en bon état de santé, disponibles, etc. Et donc voilà, comme Oceanet, on est sur les 6 volets de la certification HDS. Oui, en fait, c'est nécessaire en ce qui concerne les offres proposées par Aaron et par d'autres acteurs d'ailleurs
fournisseurs d'ICRF, par exemple, puisque en fait, ce que nous proposons, c'est un service SaaS, Software as a Service, c'est un logiciel clé en main. Donc, qui dit clé en main dit que nous assurons l'hébergement, nous assurons l'infogérance, nous assurons y compris la sauvegarde des données. Hein. Donc, en fait, la certification pour une solution ICRF ou iPro SaaS, elle est nécessaire sur les 6 niveaux de certification. C'est pour ça que c'est quelque chose dont vous devez vous assurer si vous travaillez avec ce type de solution. Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. De toute façon, en répondant là, vous avez ramassé un certain nombre de questions qui ont été posées par ailleurs. Alors, j'ai une question là pour Arnaud, spécifiquement. Que met en place Microsoft pour assurer la conformité RGPD, notamment non-transfert de données hors UE, tout en étant soumis à des réglementations américaines parfois très agressives, telles que le Cloud Act? Oui, par rapport à cette question, je pense qu'en fait, la question elle est surtout relative à l'invalidation du Privacy Shield qu'on a pu connaître avant l'été. Et donc, par rapport à ça, on n'a pas de problème particulier. En fait, il faut savoir que depuis 3 ans, dans nos contrats, on utilise les clauses contractuelles type de l'Union européenne, comme elles ont été définies par le groupe de l'article 29. Et donc, on a incorporé les exigences dans nos contrats sans changer une seule virgule. Et c'est la façon de respecter, de montrer que les données qui nous sont confiées sont bien traitées. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Il faut aussi rappeler que notre modèle d'affaires, Microsoft, ne repose pas sur la commercialisation des données de nos clients. C'est-à-dire que les données, elles nous sont confiées, mais on ne fait pas de service à valeur ajoutée par rapport à la donnée qui est confiée. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a comme données. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait signer un avenant quand c'est des données de santé, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir si c'est de la donnée de santé ou non. Et puis, il faut savoir qu'à tout moment, les clients peuvent récupérer leurs données, et puis c'est bien normal. Hein. Si jamais ils veulent changer de prestataire, ils peuvent les récupérer. Et sur ça, donc voilà, pour l'instant, et sauf avis contraire de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la CNIL, on utilise les clauses contractuelles type de l'Union européenne qui sont dans le contrat maintenant depuis plus de 3 ans. Et c'est un sujet qu'on regarde qui évolue en fonction. Mais donc voilà à peu près en substance ce qu'on peut dire. Et puis ce qu'on a pu dire en introduction, c'est qu'il y a des engagements contractuels que les données ne sortent pas de la région choisie. Donc dans le cas d'Azure, le client choisit que ces données soient hébergées en France, elles ne sortiront pas de la France. Il n'y a pas de réplication en dehors de la région choisie, sauf avis contraire du client. C'est-à-dire que si le client choisirait de lui-même ou l'infogéreur de répliquer les données hors de France pour aller ailleurs, on le ferait. Mais de base, la région choisie, c'est l'isolation, c'est le fait où la donnée est stockée. Très bien, merci Arnaud. Donc on l'a bien compris. En tout cas, les services proposés par Aaron donc, permettent, de par le partenariat avec Oceanet et Microsoft Azure, donc un hébergement spécifique en fonction des lieux, en tout cas, que souhaitent les clients. Donc, une offre suffisamment large, pour ainsi dire. Alors, une autre question, celle-ci de Amael Otando. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre, mais je vais la poser. Je crois que c'est pour Emmanuel. Comment faire pour passer de la sauvegarde des données en format papier pour la version électronique? Oui, je ne comprends pas exactement la question, mais se pose le problème du format papier. Il est évident que le format papier, il y a beaucoup d'études aujourd'hui, des petites études cliniques qui sont gérées sur format papier. C'est clairement, on a un niveau de sécurité très bas parce que surtout si on est en multicentre. Hein, donc, je ne sais pas si la question c'est comment passer en version électronique. De toute façon, à partir du moment où l'ICRF est géré sur nos plateformes, il est donc en format électronique, les sauvegardes sont faites de manière sécurisée.
voilà, et ça vous apporte le meilleur standard de sécurité. Voilà. Mais après, je ne sais pas trop si c'est vraiment la question que vous avez voulu poser. Bon, dans tous les cas, rien n'est perdu, hein, puisque nous aurons l'occasion de poursuivre ces échanges, même enfin au-delà de ce webinaire, puisque nous sommes tenus par le temps. Et à cet égard, nous allons prendre une dernière question donc de Fabien, qui pose la question suivante. Si le prestataire est certifié HDS par l'ANS et ISO 27001, cela nous permet-il d'être totalement couvert? Donc là, si le prestataire est certifié HDS par l'ANS et ISO 27001, cela nous permet-il d'être totalement couvert? D'un point de vue légal, j'ai envie de répondre oui. Ouais. C'est une bonne réponse parce qu'il y a deux dimensions dans la réponse. Il y a une dimension légale et une dimension technique. Tout à fait. C'est ça. Et donc sur la dimension légale, j'ai envie de dire oui. Voilà, il y a vraiment deux notions quand on s'appelle couvert. La dimension légale, c'est l'ensemble des obligations effectivement qui s'imposent. Et là, la réponse est un clair oui. C'est-à-dire pour ce qui concerne les données de santé, c'est bien l'ISO 27 et l'HDS qui sont les normes qui s'imposent. Et plus spécifiquement l'HDS qui elle-même impose l'ISO 27. Alors, et par contre, sur le plan… que c'est sur les deux, hein, Fabien, il précise que c'est sur les deux. Oui. Sa question porte sur les deux. Oui, oui, tout à fait. Donc, qui dit HDS dit nécessairement ISO 27, d'accord. Et donc, ces deux normes-là, c'est, je dirais, ce qu'on peut faire de plus rigoureux pour la sécurité. Après, vous avez des normes sectorielles, mais qui ne vont pas concerner directement, cette fois-ci, l'activité qui est en question ici, qui peuvent être plus précises, d'accord. Mais pour les données de santé, à ce jour, en tout cas, c'est ce que l'on a. Après, en fait, sur un plan technique, là, évidemment, ça va être peut-être parfois différent. Il y a tout un ensemble de mesures techniques que ces normes imposent et tout un ensemble de process qu'elles imposent. Néanmoins, ces mesures techniques restent très variables entre elles et elles peuvent produire donc des résultats très variables et surtout, la menace évolue continuellement. Et donc, des mesures techniques qui sont appropriées aujourd'hui peuvent cesser de l'être demain. Une nouvelle vulnérabilité peut être découverte à chaque instant dans un système d'exploitation ou dans un logiciel dépendant. Le web est quelque chose de très hostile. Dès lors que quelque chose est découvert, il est exploité. Et donc, on n'a pas, je dirais, de garantie d'une absence de risque sur le plan technique. Et cette garantie-là n'est pas obtenable. Quelqu'un qui annoncerait avoir des garanties à ce niveau-là, vous pouvez changer de prestataire. Il est en train de vous raconter des histoires. Voilà, merci à tous pour ces réponses claires, Emmanuel, Régis et Arnaud, et puis aussi à tous nos participants qui ont posé toutes ces questions. Le temps est en cours, puisque voilà, nous devons respecter les délais impartis. Nous allons donc arrêter la séance des questions-réponses. Sachez pour autant que comme vous pouvez continuer à poser vos questions à travers donc les emails et téléphone, numéro de téléphone que vous avez à l'écran. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vais donc redonner la main à Emmanuel pour le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, on a beaucoup discuté de ces problématiques de sécurité, donc je pense que vous avez saisi les choses et puis on pourra en discuter après de vos cas particuliers avec plaisir. Voilà, donc il me reste simplement à vous remercier donc pour avoir participé à ce webinaire et puisque j'en suis au remerciement, à remercier mes collègues Régis et Arnaud qui ont, je pense, été très bons dans ce qu'ils ont présenté sur l'aspect HDS. Et aussi à remercier donc Manon Gravreau, notre responsable marketing qui a particulièrement qui a préparé donc ce webinaire. Voilà, merci beaucoup et puis donc je vous souhaite une très bonne journée.